L'être humain consomme des drogues depuis la nuit des temps. Nos ancêtres les utilisaient à des fins thérapeutiques, mais également pour modifier leur état de conscience. Aujourd'hui, la plupart de ces drogues sont interdites par les gouvernements à travers le monde. En posséder peut conduire en prison. Pourtant, dans certaines sociétés, elles sont considérées comme acceptables, voire bonnes. Au Népal, un sadhu fume du chanvre pour honorer son dieu. Au Venezuela, un jeune homme qui souhaite devenir chaman prend du yopo, un puissant hallucinogène. En Hollande, des habitués des boîtes de nuit consomment de l'ecstasy, un psychotrope qui permet de se sentir bien et de danser toute la nuit. Pour les personnes extérieures à ces groupes, consommer ces drogues dans le but de modifier son état de conscience peut paraître dangereux, effrayant et même tabou. Il existe plusieurs types de drogues modifiant le psychisme. Ce sont les psychotropes. L'alcool en est un. Les antidépresseurs, un autre. Leur consommation est contrôlée, mais légale. Elle génère plusieurs milliards d'euros de bénéfices. Cependant, dans de nombreux pays, certaines substances psychoactives telles que les hallucinogènes et les psychédéliques sont illégales. Elles peuvent être dangereuses pour la santé et avoir des effets tout aussi dévastateurs sur le psychisme. Ce que l'on redoute, c'est un état de conscience modifié et irréversible. On redoute l'inconnu, la perte de contrôle. Cette peur est omniprésente. Outre le danger physique, le risque d'état de conscience modifié est la raison pour laquelle nombre de ces drogues psychoactives sont tabous. Mais dans certaines sociétés, ces changements profonds de l'état de conscience ne sont pas redoutés. Ils sont même souhaités. Et les drogues permettant d'atteindre ces états vénérés. À Katmandou, les pèlerins se rassemblent à l'occasion d'une fête religieuse parmi les plus sacrées. Ils viennent glorifier le dieu hindou Shiva par la prière, la méditation et la consommation de marijuana. Dans la plupart des sociétés, la marijuana est considérée comme une drogue illégale. Ici, à la fête de Shivaratri, elle est sacrée. C'est un don des dieux. Dans la capitale népalaise de Katmandou, la foule a envahi les rues. Elle se dirige en masse vers le temple de Pashupatinath, dédié à Shiva. Il est vieux de 1500 ans et c'est le lieu de pèlerinage le plus sacré de la ville. Shiva est l'un des 3 principaux dieux hindous. On raconte qu'il se cacha en ces lieux lors d'un conflit avec les 2 autres dieux. Aujourd'hui, c'est ici que se tient la fête la plus sacrée en l'honneur de Shiva, Shivaratri. Plus de 100 000 hindous ont traversé le Népal et l'Inde à cette occasion. Ce groupe religieux, originaire de Delhi, est venu glorifier Shiva en entonnant des chants de louanges. Et en fumant de l'herbe. Nous en consommons régulièrement. C'est à Shiva que nous devons cette plante. Où que nous soyons, nous arrivons toujours à en avoir. Les gens ont besoin de nourriture pour vivre. Nous avons besoin de chanvre pour nous concentrer sur Shiva. Dans beaucoup de religions, il serait tabou d'associer un dieu à la drogue. Mais Shiva était surnommé le seigneur du bang. Bang désigne le chanvre. Shiva est souvent représenté les yeux mi-clos. Beaucoup disent que c'est un signe de méditation, mais pour d'autres, c'est un effet de l'herbe.
Selon une interprétation des textes hindous sacrés, Shiva avait coutume de manger des feuilles de cannabis. Aujourd'hui, ses fidèles l'honorent en les fumant. D'après la mythologie hindoue, pour Shiva, la consommation de chanvre était une bénédiction. Un adepte de Shiva digne de ce nom en consomme donc aussi. Lors de Shivaratri, les adeptes de Shiva sont partout. L'herbe est illégale au Népal et sa détention peut entraîner jusqu'à 1 mois de prison. Mais chaque année, lors de cette fête, l'interdiction est levée pour des raisons religieuses. La communauté hindoue va jusqu'à fournir gratuitement du chanvre aux sadhus, ces hommes saints venus en masse. Les sadhus ne travaillent pas. Ils vivent des dons d'autres hindous. Lors de Shivaratri, par exemple, ils reçoivent nourriture et boissons, ainsi qu'une quantité illimitée de chanvre. Pendant Shivaratri, on en reçoit sans arrêt. Ça n'arrête pas. Et c'est pareil pour la nourriture. On nous apporte du riz, du thé. On en reçoit des quantités incroyables. On nous apporte aussi des pipes. Les hindous croient qu'en échange de leurs dons, les sadhus expient les péchés de la communauté en menant une vie ascétique et austère. Le sadhu consacre sa vie à atteindre le moksha, ou libération, en méditant et en glorifiant son Dieu. Voici Radi Baba. C'est la mort de ses parents lorsqu'il était enfant qui l'a conduit à devenir sadhu. Ça fait 30 ans. Après le décès de mes parents, j'ai commencé à rechercher Dieu. Mon gourou m'a remis mon mantra et j'ai commencé à prier. Pour atteindre la moksha, les sadhus, comme Radi Baba, rejettent toute forme de possession matérielle. Ils se couvrent d'un pagne, enduisent leur corps de cendres sacrées et le peignent avec de la pâte de santal. Ils pratiquent également le yoga. Beaucoup d'entre eux ont fait vœu de silence ou choisissent d'adopter une position douloureuse pour faire pénitence. D'autres se déplacent même sur le ventre. D'après eux, ces pratiques permettent d'effacer leurs péchés et ceux de la communauté. Pendant Shivaratri, fumer du chanvre fait aussi partie du rituel de dévotion. Fumer permet de faire disparaître des ressentis tels que le désir, la gourmandise ou la colère. Le chanvre procure détente et sérénité. Dieu occupe tout votre esprit. Pour Radi Baba, la consommation de chanvre est un devoir religieux, pas un plaisir récréatif. Mais pourquoi les effets de l'herbe le rapprocheraient-ils de Dieu? La réponse se trouve peut-être dans l'une des 60 substances psychoactives que contient le cannabis. Fumée, elles se combinent entre elles et modifient l'état de conscience. Elles modifient votre jugement. Elles vous font faire des choses, décider des choses, voir des choses différemment de la manière dont vous le feriez habituellement. Elles peuvent donc avoir un impact sur vos décisions ou vos jugements. En fumant de la marijuana, le consommateur entre dans un état de conscience modifié. Une expérience différente de la réalité que les sadhus, par exemple, interprètent comme une preuve de contact divin. La marijuana est utilisée lors des rituels en l'honneur de Shiva pour atteindre un niveau de conscience plus élevé, avoir des hallucinations, fuir l'individualité et ne faire plus qu'un avec Dieu. De telles drogues engendrent toute une variété de phénomènes psychiques et spirituels. Et c'est la raison pour laquelle on les autorise. On encourage même leur consommation. Si pour certains la consommation de chanvre s'apparente à un péché,
Radi Baba prétend au contraire qu'elle lui permet de suivre le droit chemin. En fumant, vous prenez conscience que le monde entier court après le désir, la colère, la gourmandise et l'amour. Le chanvre vous permet de vous en détacher. Il vous protège du mensonge. Il vous fait dire la vérité. Si pour les sadhus comme Radi Baba, fumer du chanvre est un rituel religieux, sa consommation régulière peut avoir de graves conséquences sur la santé. Des études montrent qu'il a un effet sur la mémoire et l'apprentissage. Il peut aussi entraîner des troubles psychologiques de longue durée. Des médecins népalais menant une étude sur les sadhus ont découvert que la consommation d'herbes pouvait également provoquer des maladies respiratoires. Au départ, pendant les 5 à 10 premières années, ils n'ont pas de problème de santé particulier. Mais au bout d'une dizaine d'années, ils viennent consulter pour une bronchopneumopathie chronique obstructive ou une infection récurrente des voies respiratoires. En général, leur état de santé est plus fragile. Dans la plupart des pays, les autorités ont prohibé la marijuana à cause du danger mental et physique qu'elle représente. Aux États-Unis, elle n'a été interdite qu'en 1937. Aujourd'hui, c'est la drogue illicite la plus consommée à travers le pays. Près de 15 millions d'arrestations pour infractions liées à la marijuana ont été constatées aux États-Unis depuis 1970. Au cours de la seule année 2006, 800 000 personnes ont été arrêtées. C'est plus que le nombre total d'arrestations pour crimes et délits graves. Sur les bords de l'Orénoque, près de Puerto Ayacucho, dans l'état vénézuélien d'Amazonas, vivent les Piaroa. Bien qu'ils aient des contacts avec la société moderne, ils ont conservé de nombreuses traditions ancestrales. Bolivar a passé toute sa vie dans ce village. C'est un chaman, un chef spirituel et un guérisseur. Les gens viennent me voir pour des douleurs dans les articulations, les bras, les jambes, des enflures de la peau. Les personnes qui ont des problèmes de santé viennent sans arrêt me voir. C'est pour ça que je passe mon temps à psalmodier et à prier pour eux. Aujourd'hui, Bolivar doit soigner un jeune garçon présentant des signes de malaria. Il doit d'abord concocter une drogue à base de fleurs locales, le yopo. Son ingrédient actif, le DMT, est l'un des hallucinogènes naturels les plus puissants au monde. Il pile le yopo dans un mortier, puis le prise à l'aide d'une pipe en bambou. La drogue étant prisée plutôt qu'ingérée, son effet est immédiat. D'après Bolivar, elle lui donne le pouvoir de guérir. Lorsque je prends du yopo, je vois les dieux et les déesses. Et ils me disent quel traitement adopter. C'est alors moi, le chaman, qui transmet au patient le traitement et les pouvoirs dont il a besoin. Dans le système de croyance des Piaroa, le yopo permet au chaman de localiser puis d'aspirer du corps du jeune homme les épines introduites par les mauvais esprits. C'est seulement en lui retirant ces épines qu'il recouvrira la santé. Quelqu'un de l'extérieur trouverait sûrement alarmant de voir un vieillard fumer des drogues hallucinogènes. Mais pour les Piaroa, le fait que Bolivar soit capable d'utiliser le pouvoir guérisseur des esprits en consommant du yopo est un atout considérable. Le chaman semble être le professionnel le plus ancien de la préhistoire. Il utilise des drogues hallucinogènes pour entrer en transe et en sortir à sa guise et atteindre ainsi un état de conscience modifié qui lui permet de communiquer avec les esprits. Un groupe de jeunes gens venus rejoindre Bolivar fume du tabac devant sa hutte. Richard, son petit-fils âgé de 27 ans, a décidé de suivre son exemple et de devenir chaman et guérisseur lui aussi.
Je veux savoir. Je veux avoir les mêmes connaissances que mon grand-père. Je veux apprendre. Le processus d'initiation peut prendre plusieurs années. Aujourd'hui, il va devoir priser du yopo et supporter les piqûres des fourmis géantes de la forêt. D'après les Piaroa, s'il trouve le courage d'endurer la douleur, cela lui donnera la force spirituelle. Je n'ai pas peur. Je veux vraiment le faire. Je veux sentir les piqûres sur moi. Je n'ai pas peur. La fabrication du yopo est complexe. Elle nécessite plusieurs étapes et de nombreux ingrédients. On ajoute un peu de miel pour le rendre collant et pouvoir lui donner sa forme. Puis on le recouvre de cendre blanche avant de former des galettes. Le yopo n'est guère utilisé ailleurs que dans son environnement naturel. Mais son ingrédient actif, le DMT, est bien connu des scientifiques. C'est une substance chimique produite par le cerveau humain. On la retrouve à la fois dans le yopo et dans l'ayahuasca, une drogue similaire. Nous ne savons pas exactement comment ces drogues agissent sur le cerveau. On sait que le DMT joue un rôle dans la production des rêves. Prendre des doses exogènes de DMT permet donc au cerveau de rêver tout en étant éveillé. Suivant les instructions de Bolivar, Richard prise la préparation hallucinogène. Son effet est immédiat. Pour beaucoup, avoir une hallucination peut paraître effrayant. Pas pour les Piaroa, préparés culturellement à cette idée depuis la naissance. Dans les sociétés tribales d'Amazonie, lorsqu'un individu est prêt à essayer le yopo ou l'ayahuasca, il est adulte. Il a entendu parler de ce genre d'expérience depuis sa plus tendre enfance. Cela limite donc ce qu'on appelle les bad trips, observés chez les jeunes dans nos sociétés, avec la prise de LSD, par exemple. Le LSD est un hallucinogène de synthèse devenu populaire parmi la jeunesse occidentale dans les années 60. Après la parution de rapports faisant état de troubles mentaux causés par le LSD, il est interdit à la fin des années 60. D'après les spécialistes, d'autres hallucinogènes tels que le yopo sont tout aussi dangereux lorsqu'ils sont consommés de manière récréative. Un consommateur occasionnel n'est pas préparé, comme l'est le chaman, à voir les esprits et les alliés. Sa chimie cérébrale subit purement et simplement une altération, sans apport d'informations additionnelles. Certaines de ces expériences peuvent s'avérer extrêmement dangereuses et entraîner une psychose du fait de ce manque de préparation, de cette absence d'exemple. Presque partout, le yopo est considéré comme une drogue taboue. Mais dans l'état reculé d'Amazonas, il fait partie intégrante de la culture et du système de croyances Piaroa. Richard est épuisé par cette première expérience. Mais l'étape suivante de son initiation promet d'être plus intense encore. Au temple de Pashupatinath, à Katmandou, au Népal, la fête de Shivaratri bat son plein. Parmi les fidèles se trouvent des milliers de sadhus, qui parcourent l'Inde et le Népal dans le but d'atteindre la moksha, l'illumination spirituelle. En ce jour de fête, leur consommation de chanvre est démesurée, car selon eux, elle leur permet de se rapprocher du dieu Shiva.
Pendant Shivaratri, on fume énormément de chanvre. C'est le seul jour où on a le droit. Les gens en abusent dans le but de s'enivrer. Demain matin, le calme sera revenu. Il n'y aura plus personne par ici. Dina Zabaldo est américaine. Cette ancienne volontaire du corps de la paix au Népal est venue assister aux festivités. Cette fête est très importante pour Pashupatinath. C'est un site sacré parmi les plus anciens. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est merveilleux de le voir grouillé de visiteurs. Les sadhus venus honorer Shiva sont abordés de toutes parts. D'autres sont près de la rivière. On les voit s'asperger le visage d'eau ou prier en direction du soleil. C'est génial. Mais certains touristes font plus que discuter avec les sadhus. Dina a décidé de fumer du chanvre en ce jour spécial de l'année. Je trouve que c'est bien. Comme me le disaient les sadhus et d'autres personnes, même les gens qui habituellement ne fument pas d'herbe fument ce jour-là. Et c'est sacré. Même si Radhi Baba considère la consommation de marijuana comme un acte religieux, il recommande la prudence. Il a déjà vu des Occidentaux présenter des troubles psychiques après en avoir fumé. J'ai vu beaucoup de gens devenir fous après avoir fumé. C'est très risqué pour les novices. C'est le côté négatif. Si Radhi Baba reconnaît le danger potentiel de l'herbe, d'après lui, d'autres sociétés autorisent une drogue tout aussi nocive, l'alcool. Les sadhus considèrent l'alcool comme une drogue dangereuse. Pourtant, il est consommé de manière récréative dans nos sociétés occidentales. Ce qui est considéré comme tabou dans une société peut être acceptable dans une autre. Toutes les drogues ne sont pas tabous dans notre société. Il en existe certaines que nous utilisons tout le temps. L'alcool, par exemple. Nous sommes donc sélectifs. Nous considérons une drogue telle que la marijuana comme tabou, mais pas l'alcool. L'hindouisme n'est pas la seule religion prônant la consommation de l'herbe. Pour les rastafariens, la fumée est un sacrement qui purifie le corps et l'esprit. D'après eux, l'herbe mentionnée dans la Bible n'est autre que la ganja. Le livre des Psaumes, chapitre 104, verset 14, dit « Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme ». Cependant, tout comme les sadhus, les vrais rastafariens considèrent l'alcool comme tabou. Cela dépend en partie des habitudes prises par la société, de sa culture, de ce qu'elle a appris à trouver agréable. Cela peut aussi dépendre de ce que la société considère comme potentiellement dangereux. Ce qu'une société considère dangereux peut changer avec le temps. Pendant plusieurs milliers d'années, le cannabis a été considéré comme ayant des vertus thérapeutiques. Encore aujourd'hui, certains spécialistes estiment qu'il peut soulager les douleurs de personnes souffrant de sclérose en plaques ou de cancer, sans aucun danger. Le cannabis est une drogue relativement peu toxique. Outre le fait qu'il se fume et qu'il peut donc causer une irritation des poumons, il n'est pas vraiment dangereux pour la santé. Personne n'est jamais mort d'une overdose de cannabis. C'est un traitement non toxique relativement sûr. Tout comme l'alcool, le cannabis devient dangereux lorsque son consommateur décide de conduire ou d'actionner une machine. Il existe aussi un risque d'accoutumance. Radhi Baba fume depuis 25 ans et reconnaît être dépendant. Le chanvre entraîne une forte addiction. On en retrouve des traces dans l'organisme 5 ans après l'avoir fumé. L'accoutumance est telle que vous en devenez esclave. La dépendance à la marijuana peut entraîner un comportement asocial, surtout lorsque, comme au Népal, la variété la plus fumée est l'indica.
Le cannabis indica a tendance à rendre plus somnolent. Il vous donne envie de vous coucher ou vous empêche carrément de vous lever de votre canapé si vous prenez une dose trop forte. Il existe d'ailleurs une variété appelée wheelchair, fauteuil roulant en anglais. Ça vous donne une idée de l'état dans lequel elle peut vous mettre. Dans la culture hindoue, ces ermites qui rejettent travail et famille, vivent en marge de la société et fument de l'herbe, sont souvent considérés comme des saints. De par leur mode de vie ascétique, ils sont censés expier les péchés de la communauté tout entière. Mais aux yeux de sociétés plus laïques, axées sur le travail, ils peuvent aussi passer pour des marginaux devenus improductifs de par leur consommation de drogue. Les drogues illicites sont généralement celles qui empêchent les gens de travailler. Cela concerne en particulier le travail à l'usine, les affaires, les métiers liés au capitalisme. Pour les sadhus, ni le capitalisme de consommation, ni le fait que la marijuana puisse les empêcher de travailler ne sont un problème. En fait, fuir cette foire d'empoigne est précisément leur objectif. Ce monde est source de chagrin plutôt que de joie. Il apporte tension et tristesse. Il est préférable de s'en éloigner. Bien que nous en fassions partie, nous vivons en marge de lui. Alors que le soleil se couche, Radhi Baba se prépare pour une nuit de jeûne et de prière. Bien que les sadhus aient fumé toute la journée, les chillums continuent à se consumer en l'honneur de Shiva. Finalement, les sadhus s'endorment les uns après les autres, épuisés par cette journée marathon. Dans la plupart des sociétés, cette forme de culte et de dévotion serait impensable. Bien qu'elle soit illégale au Népal et taboue dans le monde entier, les sadhus continuent de vénérer l'herbe comme un sacrement. Dans la forêt amazonienne, Julio, un Indien Piaroa, ramasse des fourmis en vue d'un rituel d'initiation chamanique. Cette eau contient l'écorce d'un arbre de la région qui agit comme un anesthésiant naturel. D'après Bolivar, si les initiés parviennent à supporter les piqûres des fourmis, ils trouveront la force spirituelle. L'élève doit choisir s'il veut vraiment devenir chaman. Tout dépend de lui. Les fourmis sont une sorte d'enseignement. Il va ainsi comprendre qu'il est protégé spirituellement, que sa vie spirituelle est protégée. Sous la hutte de Bolivar, Richard observe nerveusement Julio en train de préparer les fourmis. Une fois prête, cette natte à fourmis sera appliquée sur le corps de Richard. Bolivar prépare un breuvage appelé Dada. Richard doit le boire. Tout comme le capi qu'ils ont bu un peu plus tôt, le Dada est fabriqué à partir d'une plante de la région. Il augmente les effets du yopo, la drogue utilisée pendant le rituel. Richard prise un peu de yopo. Les hallucinations apparaissent presque instantanément. La natte à fourmis est prête, le supplice peut commencer. L'effet anesthésiant de l'écorce s'est dissipé. Les fourmis, à présent réveillées, piquent Richard sur tout le corps, et même la bouche. Tout comme les abeilles, ces fourmis sont pourvues d'un dard au niveau de l'abdomen.
Tandis que pour les Piaroa, ce rituel douloureux apporte la force spirituelle, les scientifiques estiment qu'il peut avoir un effet bénéfique sur la santé. Pour moi, l'utilisation de ces fourmis piquantes est en rapport avec le fait que les apiculteurs d'Amérique souffrent très rarement d'arthrite ou de polyarthrite chronique évolutive. Les piqûres d'abeilles ou de fourmis améliorent le fonctionnement du système immunitaire. L'organisme crée des anticorps pour lutter contre le venin. En commençant jeune, ces Indiens se préparent à être plus solides pour affronter les épreuves de la vie. Pendant que Richard se remet de son supplice, les anciens commencent à psalmodier. La psalmodie est une composante importante du rituel chamanique. Elle guide les Indiens durant leur expérience hallucinogène. Richard semble soucieux. On sait qu'un hallucinogène tel que le yopo peut provoquer des troubles psychologiques et mentaux latents. Beaucoup le considèrent d'ailleurs comme une drogue dangereuse. En Occident, on a tendance à considérer ces plantes hallucinogènes comme faisant partie des drogues dures, au même titre que l'héroïne, la morphine, la cocaïne, les amphétamines, avec tous les aspects négatifs que cela comporte. Mais pour les Piaroa, les effets psychologiques du yopo sont la clé qui permet d'ouvrir les portes du monde spirituel. Le jeu en vaut donc la chandelle. Ce dont nous parlons ici en tant qu'anthropologues, c'est du fait que chaque société utilise les psychotechnologies qu'elle a à sa disposition pour survivre dans son propre environnement. Ces drogues ont parfois un effet très positif, parfois un effet négatif. Nous devons donc prendre en compte le contexte dans lequel elles sont utilisées. Richard se remet rapidement. Grâce au conseil des chamans, il retrouve son équilibre. Il vient de faire ses premiers pas pour devenir chaman. À présent, Bolivar conduit les habitants du village près d'une cascade pour un rituel de purification. Les effets négatifs du yopo semblent avoir été de courte durée. Richard dit se sentir régénéré. Je me sens purifié, car le son de l'eau me lave. C'est comme le chant du chaman. Il me purifie. Dans la plupart des sociétés, il serait impensable d'utiliser une drogue hallucinogène pour guérir ou entrer en contact avec les esprits. Mais chez les Piaroa, ces pouvoirs confèrent au yopo une valeur inestimable. Si Richard poursuit sa voie vers le chamanisme, il continuera à prendre du yopo jusqu'à ce qu'il apprenne à en maîtriser les effets. Il l'utilisera alors pour entrer en contact avec les esprits et guérir. Depuis quelques dizaines d'années, l'ecstasy est associée à la culture rave. Cette drogue s'est emparée des discothèques en Europe, aux États-Unis et dans le reste du monde vers la fin des années 80. L'ecstasy est interdit dans le monde entier et répertorié comme une drogue dure, telle que l'héroïne ou la cocaïne. Pourtant, à Amsterdam, les rêveurs en achètent, puis le testent. Ils disent ne pas craindre d'être poursuivis. Amsterdam est célèbre pour ses canaux et ses bicyclettes. Plus de 4 millions de touristes la visitent chaque année. Le jour, Amsterdam est une charmante capitale européenne, faite de ruelles historiques et de voies navigables. Mais la nuit, Amsterdam se métamorphose en ville exotique et taboue. Ici, la prostitution est légale et le tristement célèbre quartier rouge attire de nombreux touristes. Dans les coffee shops, l'herbe est vendue et consommée librement. Dans le reste du monde, ces activités pourraient conduire tout droit en prison. À Amsterdam, elles n'entraînent même pas d'amende. À la nuit tombée, de nombreux jeunes quittent les coffee shops pour se rendre en discothèque, où ils troquent leur marijuana contre de l'ecstasy.
Cette jeune femme souhaite conserver l'anonymat, mais a accepté d'être suivie par le docteur Andy Parrott, qui recueille des informations sur les consommateurs d'ecstasy depuis plus de 15 ans. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez pris ce soir et quand vous l'avez pris? J'ai pris un peu plus de la moitié d'un comprimé. Enfin, la moitié d'un comprimé, ou un peu moins de la moitié. Je l'ai pris vers 21h15. Son état de conscience est modifié. Les habitués parlent d'une humeur très câline. Certaines personnes, sous l'effet de l'ecstasy, vivent une expérience très positive qu'elles décrivent en termes spirituels. La MDMA a un effet tellement puissant que les consommateurs d'ecstasy se montrent extrêmement chaleureux envers les gens, d'où son surnom de pilule de l'amour. Que vous inspire le monde à cet instant précis? C'est un endroit sympa? Oui, j'aimerais qu'il soit toujours comme ça. Je crois que c'est la raison pour laquelle la plupart des gens prennent de l'ecstasy. Ils veulent se sentir bien dans ce monde. Mais qu'a pris cette jeune femme exactement? L'ingrédient actif de l'ecstasy est la méthylène dioxyméthylamphétamine, ou MDMA. Elle agit sur le cerveau en libérant une quantité massive de sérotonine, un neurotransmetteur qui produit un sentiment intense d'euphorie. Avant son interdiction dans les années 80, l'ecstasy était considéré comme un remède miracle dans certains milieux thérapeutiques. L'ecstasy semble faciliter les contacts. Chez de nombreux consommateurs, on constate un besoin accru de discuter, d'établir des relations. C'est pour cette raison que son utilisation est si intéressante en psychothérapie. Pour ses défenseurs, il est particulièrement efficace lors d'un stress post-traumatique. Généralement, en psychothérapie, lorsqu'on a affaire à un traumatisme, le sujet est difficile à aborder. Il faut creuser pour arriver là où ça fait vraiment mal. La MDMA permet aux patients d'être moins méfiants, de s'ouvrir. C'est comme s'ils se retrouvaient dans une maison où les lumières sont allumées et les portes ouvertes, et qu'ils pouvaient en explorer les moindres recoins. Ils se sentent alors suffisamment forts pour pouvoir explorer ce lieu synonyme de souffrance. Adopté par les habitués des boîtes de nuit, l'ecstasy est à l'origine de la culture rave qui a répandu la house music et les drogues dures à travers l'Europe et l'Amérique. En 1985, alors que des accidents mortels commencent à faire les gros titres, l'ecstasy est interdit sur les deux continents. D'autant plus que la MDMA, initialement supposée traiter les troubles psychologiques, est à présent accusée d'en être à l'origine. La MDMA va agir de manière positive sur l'humeur pendant quelques heures. Le problème, c'est qu'ensuite, il faut en subir les conséquences. Le sujet va se mettre à broyer du noir en milieu de semaine, et avec le temps, cet état va devenir de plus en plus fréquent. Pour le consommateur régulier, ce début de dépression est parfois aggravé par un effet bien moins planant de l'ecstasy. Chez de nombreux consommateurs réguliers, la magie finit par se dissiper. Ces effets disparaissent. Lorsque ça arrive, soit ils arrêtent l'ecstasy, ce qui est très bien, soit ils augmentent la dose, ce qui n'est vraiment pas une bonne idée. Certaines personnes prennent jusqu'à 20 ou 25 comprimés. Elles courent alors un véritable danger. La consommation d'ecstasy peut être mortelle, bien qu'elle soit rare, d'après les statistiques. Environ 2 décès pour 100 000, alors que l'alcool en cause 50, et la cigarette 400. Les dommages cérébraux constituent le danger principal lié à la consommation régulière. Parmi les symptômes, dépression, paranoïa et troubles de la mémoire. Les autorités hollandaises ont interdit l'ecstasy, afin de s'aligner sur les autres gouvernements européens et sur les États-Unis. Pourtant, malgré ces actions, les Pays-Bas ont la réputation d'être laxistes en matière de drogue. Une image contestée par les procureurs hollandais, parmi lesquels Anneke Vesten. Les Pays-Bas passent pour être trop tolérants en matière de drogue. Il existerait de nombreuses drogues, y compris des drogues dures, légales dans notre pays. Ce n'est pas vrai et cela ne l'a jamais été. Pourtant, il y a bien une origine à cette confusion quant à leur politique en matière de drogue. Les coffee shops. Bien qu'ils ne peuvent pas vendre d'alcool, les coffee shops ont le droit de vendre des petites quantités d'herbe. Elle est vendue comme le thé ou le café et le client peut la goûter sur place.
Bien qu'elle soit fumée ouvertement dans ces établissements et classée comme des drogues douces, l'herbe est illégale aux Pays-Bas. Les personnes qui cultivent de la marijuana sont poursuivies en justice. Les personnes qui vendent des quantités importantes de drogue douce le sont également. En revanche, une personne qui achète un joint ou une petite quantité d'herbe ne sera pas poursuivie. En autorisant la population à consommer de petites quantités d'herbe en lieu sûr, les autorités hollandaises cherchent à isoler et contenir des drogues dures telles que la cocaïne ou l'héroïne. Cette mesure s'applique dans le cadre d'une politique de réduction des risques. Bien que controversée, cette illustration du pragmatisme hollandais est une réussite selon certains. Les Hollandais sont très pragmatiques. En autorisant la consommation de drogue douce et en laissant les gens fumer du cannabis dans les coffee shops, ils ont fini par avoir moins de problèmes avec les drogues dures. La dépendance à la cocaïne et à l'héroïne est moins fréquente chez eux, et ils ont moins de problèmes que nous avec la méthamphétamine et le crack. Qu'en est-il de l'ecstasy? Comme le souligne Anneke Festen, la loi hollandaise la considère comme une drogue dure. L'ecstasy est aussi connue sous le nom de MDMA. Qu'elle soit sous forme de comprimé ou de poudre, tout ce qui contient de la MDMA est illégal aux Pays-Bas. Elle figure sur la liste des drogues dures et les peines encourues pour des infractions liées à l'ecstasy sont aussi lourdes que pour la cocaïne ou l'héroïne. Sébastien est originaire d'Amsterdam. Ce soir, il a prévu de prendre de l'ecstasy. Bien que ce soit illégal, des cliniques spécialisées testent les comprimés dans le but de réduire les risques. Il existe également en vente libre des kits pour tester soi-même l'ecstasy. Bonjour. Je voudrais un kit pour tester l'ecstasy. Selon certains spécialistes, tester l'ecstasy pourrait sauver des vies. Comme la consommation de MDMA est illégale, lorsqu'une personne achète un comprimé d'ecstasy, elle ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Lorsqu'elle l'achète en discothèque ou lors d'une rave party, ça peut être de la MDMA, mais ça peut être aussi une autre substance chimique, voire un mélange de différentes substances. En testant les comprimés qu'il achète, Sébastien peut s'assurer qu'ils contiennent bien de la MDMA et pas une drogue plus toxique telle que la kétamine ou le GHB. D'après lui, ingérer de l'ecstasy est plus sûr à Amsterdam qu'aux États-Unis, où sa consommation est plus taboue. Que l'ecstasy soit tabou pour les Américains, d'un côté, je peux le comprendre. Mais ici, on a davantage conscience de ce que l'on fait et des dangers que l'on court. Pour Sébastien, avoir conscience des choses est important. Et consommer de l'ecstasy est un risque calculé qu'il est prêt à prendre. Lui et son ami Jim ont déjà avalé leur comprimé. Ils se dirigent vers une discothèque avant qu'il ne commence à faire effet. En l'espace d'une heure, la MDMA, l'ingrédient actif, commence à agir. Je me sens plein d'énergie. Et quand on tombe sur un bon, on se sent tout câlin. Tout paraît mieux. La musique, les lumières, les couleurs. On se sent super heureux. Sébastien se croit hors de danger et responsable parce qu'il teste son ecstasy. Mais tout n'est pas si rose. Le côté positif, c'est qu'il va se sentir euphorique et très chaleureux avec ses amis. Le côté négatif, c'est que son état est fragile. Si les choses tournent mal, elles peuvent être graves. Ce sont les effets métaboliques importants de l'ecstasy qui lui font courir un risque immédiat. Sa respiration va s'accélérer, il va continuer à danser, mais s'il se trouve dans un lieu bondé et qu'il danse pendant plusieurs heures, son organisme risque une hyperthermie. Sous ecstasy, l'organisme a du mal à réguler sa température. L'ecstasy provoque aussi une rétention d'eau. Lors d'une rave party, ces deux facteurs associés peuvent entraîner un coup de chaleur, voire la mort. Les gens s'imaginent qu'ils doivent boire beaucoup d'eau lorsqu'ils prennent de l'ecstasy. Le problème, c'est que boire trop d'eau peut être dangereux. De plus, la diminution du taux de sodium dans le sang peut entraîner une attaque, un coma ou la mort.
Le nombre d'accidents mortels dus à la consommation d'ecstasy peut paraître peu élevé, comparé à celui causé par d'autres drogues récréatives. Pour le docteur Parrott, c'est une consommation régulière, susceptible d'entraîner une maladie mentale qui constitue le véritable danger. Les effets positifs de l'ecstasy sont de courte durée. Très vite, le consommateur va les voir se dissiper au profit d'effets négatifs finalement plus nombreux. Il est donc impératif qu'il apprenne à profiter de la vie sans avoir recours à la drogue. S'il continue à prendre de l'ecstasy, le consommateur risque un dommage cérébral irrémédiable. Lorsque les effets de l'ecstasy se dissipent, les habitués des boîtes de nuit, comme Jim et Sébastien, ont le choix. Affronter la vie comme elle se présente sans ecstasy ou risquer de graves problèmes de santé. On trouve des drogues modifiant l'état de conscience dans toutes les sociétés. Mais ce qui est légal ou toléré dans certaines est parfois interdit dans d'autres. Qu'il s'agisse des sadhus du Népal qui vouent un culte à Shiva en fumant du chanvre, des chamans Piaroa de l'état d'Amazonas qui prisent du yopo au pouvoir hallucinogène pour entrer en contact avec les esprits, ou des jeunes clubbers d'Amsterdam qui consomment de l'ecstasy pour éprouver un sentiment d'amour et danser toute la nuit. Tous sont la preuve que ce qui est acceptable dans une culture ou un groupe peut être tabou dans d'autres.